de l'excellence commerciale. Donc le thème peut paraître, le titre en tout cas peut paraître peut-être prétentieux, mais arriver à percer et à vous délivrer les secrets de l'excellence commerciale. Néanmoins, on s'est donné beaucoup de moyens pour le faire, puisqu'en fait, la conférence qui va vous être présentée par Gérard Bayard, qui est donc le président de Mercury pour la France, est basée sur une enquête internationale qui a porté en fait sur un échantillon de 747 entreprises. Donc pour nous, le nom de code de cette étude, c'est l'étude Jumbo. Et donc on a effectivement investi beaucoup de moyens pour bien mettre en relief les secrets de l'excellence commerciale dans les entreprises. Alors avant d'attaquer, je vais vous présenter en fait l'équipe Mercury régionale. Donc à la caméra, Sébastien Muff, derrière lui Sébastien Rill, et vous avez pu également rencontrer nos assistants, donc pour ce qui concerne Thierry Brunet, donc responsable régional. Alors, ce que va vous présenter Gérard est articulé autour de trois idées clés. Tout d'abord, donc, quels sont les changements majeurs qu'on peut aujourd'hui observer dans les environnements des entreprises, et en particulier dans le domaine commercial. Quels sont les deuxième thème, quelles sont les pathologies, on va dire chroniques, que l'on peut observer dans un certain nombre d'entreprises. Et puis troisième point, donc quels sont les enseignements clés que l'on peut tirer de cette enquête conduite auprès de ces 747 entreprises. Sur le plan, je dirais, du timing, donc on fera tout à l'heure aux alentours de 10h45 une pause d'une quinzaine de minutes. Nous arrêterons la conférence aux alentours de 12h15 avec, le cas échéant, un temps réservé pour des questions-réponses. Et puis un déjeuner qui sera proposé à côté. Pour ce qui est des questions, ce qu'on vous propose avec Gérard, c'est de peut-être réserver vos questions pour la fin de chaque chapitre. Mais à la fin de chaque chapitre, on fera un échange. Et si vous avez des questions, des points à préciser, n'hésitez surtout pas à vous manifester. Et Gérard vous posera la question et vous fera intervenir si vous le souhaitez. Okay. Donc je vous souhaite une très bonne conférence et puis je passe la parole à Gérard. Merci. C'est un honneur, un plaisir de pouvoir intervenir devant vous sur ce thème. Je m'appelle Gérard Bayard, je suis vendeur. Ça fait 25 ans que j'essaye de dissimuler cet état, voire cet état derrière différents titres. Vous savez, on démarre comme attaché. Alors on est attaché commercial, attaché technico-commercial, des fois attaché de direction. C'est le premier stade. Après on devient chef. Alors c'est chef de secteur, chef de région, chef de produit, il faut dissimuler, chef de vente. Ça c'est le top. Puis après on passe à directeur. Alors ça peut être directeur de secteur, de région. Les directeurs, il y en a une belle panoplie. Directeur des ventes, directeur commercial, directeur du développement, directeur des opérations, directeur d'unité, directeur de pôle, directeur d'activité, directeur de division. Et tout ça, on reste vendeur. Je pense que dans cette salle, il y a beaucoup de vendeurs dissimulés derrière des titres comme ceux que j'ai cités. C'est un métier essentiel et rare sont les métiers où on n'ose pas écrire ce que l'on fait sur sa carte de visite. Est-ce que quelqu'un parmi vous a vendeur? Est-ce qu'une fois vous l'avez eu sur votre carte de visite? Dans une carrière, c'est rarissime. D'où la nécessité de penser à la revalorisation de cette fonction, à considérer qu'il y a des évolutions majeures et qui vont dans le bon sens. On va regarder ça ensemble. Et que le métier du commerce en général, de la vente, que ce soit dans l'exercice ou dans le management des ventes, est en train de vivre en ce moment une révolution au même stade que la révolution industrielle au XIXe siècle. Il y a des tas de raisons à ça, et il y a des opportunités extraordinaires à saisir. Alors voilà ce que nous allons regarder ensemble. Tout d'abord, on va faire un rappel des principaux facteurs d'évolution dans le domaine de la vente, dans le domaine du commerce. On ne va pas parler de mondialisation, de frontières qui s'ouvrent et autres, mais plutôt faire un zoom sur 4 points majeurs qui sont des évolutions qui concernent directement les vendeurs. Rapidement sur la première, ce sont les évolutions des systèmes d'information, de communication et de vente. Il est évident que depuis une dizaine d'années, on a constaté une très forte informatisation des forces de vente, que ce soit sur des outils de prise de commande ou des outils de gestion de l'information ou des systèmes de reporting qui sont de plus en plus pointus. Théoriquement, ça devrait laisser beaucoup plus de temps au vendeur pour faire son métier de base qui est celui de se retrouver face au client. On va voir un peu plus loin que ce n'est pas nécessairement la réalité. Qui parmi vous a une force de vente informatisée? Système?
Bravo. Deuxième point, un peu plus loin que la simple informatisation, ce sont les CRM, ce sont les outils de la gestion de la relation client. Alors ce sont des gestions de bases de données, c'est un enregistrement, mais aussi un enrichissement grâce à des systèmes d'aide à la décision. L'outil de CRM, malheureusement, on considère qu'il suffit de l'installer pour qu'il soit utilisé. Là, il y a de gros écarts qui sont constatés entre un outil théoriquement performant, un défaut d'alimentation et une sous-exploitation, parce qu'il est parfois plus perçu comme un outil de reporting, de flicage des commerciaux, que comme un véritable outil d'aide à la vente. Qui est équipé d'un système de CRM parmi vous? Le e-commerce. Démarrage lent du e-commerce et qui est en train d'exploser en ce moment. Le e-commerce a surtout envahi tous les métiers où il y a une faible valeur ajoutée dans l'acte commercial. C'est-à-dire lorsque les clients sont capables seuls de déterminer ce dont ils ont besoin. On développera également ce point un petit peu plus loin. D'où standardisation de certains produits. Un produit standardisé, un CD-ROM, un livre, la probabilité de ne pas retrouver le produit qu'on n'a pas commandé au bout est faible. D'où forte prise en compte des systèmes à distance. On l'a vu également dans le voyage, on l'a vu dans le transport aérien, il y a des évolutions très fortes. Il y a des métiers qui ne sont pas encore conservés. C'est vrai que ça va entraîner des changements aussi dans les années à venir, mais ce n'est pas ça le plus important. Le plus important, ce sont les 3 points qui suivent, parce que là, ça va concerner davantage le comportement et le management. Deuxième point, c'est l'évolution des méthodes d'achat. Alors ça, depuis 5-6 ans, on constate un vrai durcissement des méthodes d'achat, dû à une professionnalisation des achats. Vous voyez, c'est marqué professionnalisation des achats et non des acheteurs. Ce n'est pas obligatoirement l'individu en tant qu'acheteur qui est devenu plus professionnel. Ce sont les systèmes qui l'utilisent, c'est son environnement qui devient de plus en plus professionnel. Avec notamment des indicateurs de dérive de prix, des indicateurs d'opportunité d'achat. C'est vrai que le fait d'utiliser des outils plus sophistiqués comme les enchères inversées ont donné une vision beaucoup plus précise de ce qui se passe en termes de prix sur les marchés. Qui a été confronté parmi vous aux enchères inversées? Est-ce qu'il y a quelques victimes? Terrible les enchères inversées. Rapidement, on va chercher à banaliser la prestation le plus de l'entreprise en définissant un cahier des charges assez précis. C'est-à-dire que si vous participez aux enchères, c'est que vous êtes éligible sur le principe, que vos produits, normalement, correspondent aux clauses du cahier des charges. À partir de là, voilà, il faut nous fournir 100 000 pièces de ce type. La mise à prix est à 1 euro qui diminue. Et un cher inversé, c'est qu'on baisse les prix. Je fais à 0,95, à 0,97, c'est 0,96. Avec le jeu des enchères, on se laisse un peu embarquer et on a constaté que les prix avaient diminué de manière extrêmement sensible. Dans certains métiers, on en arrive même à interdire cette pratique des enchères inversées ou à l'encadrer de manière extrêmement sévère. Circulaire du trade, notamment sur la relation avec la grande distribution sur les marques distributeurs. Et puis encore quelque chose de nouveau, les communautés virtuelles. Alors ça c'est amusant. Je ne pense pas qu'on soit très confronté encore aux communautés virtuelles, mais je vais vous expliquer de quoi il s'agit. On a décidé de faire une acquisition à titre individuel, en tant que particulier. Un équipement, un investissement pour échanger nos storebands, par exemple, mettre en place des volets roulants. Si on veut aller négocier avec un installateur, notre pouvoir de négociation est relativement faible. Alors on va aller voir quelques amis en disant qu'on n'a pas l'intention d'installer des storebands chez toi, de manière L2. Si on a beaucoup d'amis, allez 3, à vouloir le même type de storeban au même moment, le pouvoir de négociation est assez limité. Mais avec Internet, ça devient fabuleux. Ça devient extraordinaire. On peut rencontrer 10, 50, 100 personnes ayant la même envie au même moment. À titre d'illustration, je suis allé sur un site des maisons à Ossature-Bois pour renseigner. Il y avait le chat qui était là, avec des questions, est-ce que ça brûle, est-ce que l'isolation est meilleure, jusqu'au moment où il y a un individu qui est arrivé sur le site en disant si vous êtes sur ce site, c'est qu'a priori vous avez un projet ou du moins que ça vous intéresse. C'est mon cas. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui seraient prêts à me rejoindre pour constituer une communauté qui nous permettrait de mieux négocier 40 s'étaient inscrits au bout d'une semaine. 40, vous imaginez ce que ça peut donner? Jusqu'au petit Mana qui va trouver ça
ça une opportunité pour lui, peut-être d'organiser une communauté, prendre un petit pourcentage au passage, ça devient un nouveau métier, organisateur de communauté. Ça fait partie des évolutions des méthodes. Évolution des profils, c'est le troisième fait marquant. Quand on parle d'évolution des profils, dans le domaine commercial, il y a une élévation du niveau d'éducation très forte. D'une décennie, on est passé de bac plus un petit quelque chose à un bac plus 2 à coup sûr, à un bac plus 4, et puis on continue comme ça. Mais faisant avoir fait un troisième cycle de psycho, de sociaux et de commerce pour pouvoir faire le métier d'avant dans quelques années. Et souvent avec une double formation, technique plus commerciale. On arrive à avoir des gens hyper diplômés, mais qui très rarement ont fait une formation commerciale pour être vendeurs. Même les écoles de commerce, qui sont la référence, les écoles de commerce option vente, c'est assez rare. Est-ce que quelqu'un parmi vous a fait école de commerce option vente? Non. En marketing, commerce international, finance compta, marketing stratégique, mais option vente, c'est très rare. Là, en corollaire, ça veut dire que élévation du niveau d'éducation signifie un passage dans la fonction commerciale. On n'est pas là pour faire carrière dans la vente. On est là parce que la vente, c'est la possibilité d'accéder à un autre job. Alors soit un job de chef, 3 ans quand même, pas plus. Je vais attendre 3 ans avant de devenir chef, ou alors de partir au marketing, de partir en responsable d'unité. Mais ça va avoir des conséquences énormes sur les processus d'accompagnement des vendeurs. Lorsqu'on disait il y a quelques années, on a 2-3 ans avant d'avoir un bon vendeur sur un secteur qui comprenne son secteur, son métier, ses clients. Dans 3 ans, ils sont opérationnels. Maintenant, il faut toujours 3 ans, mais 3 ans, il s'en va. C'est-à-dire qu'au moment où on pourrait avoir le retour sur investissement, il est parti sur un autre job. Ça devient terrible. Ce qui veut dire qu'il faut accélérer le processus d'intégration des collaborateurs de manière à les rendre efficaces beaucoup plus rapidement et avec notamment des changements dans le type de formation dans les accompagnements. Et le dernier point, et ce n'est pas le moindre, c'est l'évolution des mentalités. Quand on parle d'évolution de mentalité, c'est au niveau des acheteurs. On les a appelés les autonomistes. C'est une nouvelle race d'acheteurs. Les autonomistes, pas les Bretons, les Basques, les Corses, là on les connaît bien, c'est bien plus dangereux. Bien plus dangereux. Un acheteur autonomiste, c'est quelqu'un qui considère qu'il n'a besoin de personne pour prendre sa décision. Que tout individu qui vient face à lui, c'est pour l'influencer et pas nécessairement pour lui faire prendre la bonne décision. Un autonomiste veut se passer de l'aide d'autrui. Un autonomiste sait et il n'a pas besoin qu'on vienne interférer dans sa décision. Ça donne ça un autonomiste. Vous voyez, il va voir le médecin. En disant au docteur, je suis venu vous voir parce que j'ai une douleur dans le bas du dos. J'en situe l'origine entre L5 et S5. Il s'agit d'un pincement intervertébral qui s'est traduit par un glissement d'un disque lombaire sur le tissu rachidien. La douleur est assez sensible et quand je lève la jambe, c'est particulièrement fort. Vous voyez, ça se termine par un fourmillement dans les orteils, ça s'arrange pas. Ce sont les symptômes, une dégueulasse, initiative. Il y a des autonomistes dans la salle, je ne veux pas le dire. Ce sont les symptômes d'une sciatique. Alors, comme j'ai une sciatique, docteur, si vous voulez bien noter, vous allez me donner un anti-inflammatoire, un Voltaren ou un Felden, ça m'est égal. Un décontracturant, parce que c'est nécessaire. Myolastan ou Panos, j'ai rien contre les génériques. Et puis, comme c'est pas très très bon tout ça pour l'estomac, vous me donnerez un pansement gastrique, le Malox fera parfaitement la chose. Et vous me mettrez 8 jours, docteur, pour que je m'en mette. Vous voulez bien noter, docteur? Vous imaginez quelle sera la valeur de l'acte le jour où le patient sera capable de faire lui-même son diagnostic, d'élaborer exactement la liste des produits dont il a besoin et la mise en œuvre du remède. Ben, ça y est, nous dans nos business, c'est bon. Ils sont là, les autonomistes. Et ça s'appelle comment? Ils établissent un cahier des charges. Le cahier des charges, eh bien, c'est l'outil, l'arme absolue de l'acheteur autonomiste. À partir du moment où le cahier des charges a défini précisément le type de pathologie des solutions, où va se trouver la valeur ajoutée, on va se trouver sur le terrain du prix et des négociations. C'est un vrai dysfonctionnement que l'on va constater aujourd'hui. Voilà quelques mutations. Ça ne devrait pas s'arranger. Si on regarde ça en termes de projection, je pense qu'on aura des gens de plus en plus professionnels aux achats. Peut-être qu'on va s'intéresser enfin au professionnalisme des acheteurs.
On va avoir des outils de plus en plus sophistiqués, notamment des indicateurs de prix, des éléments de comparaison. Les profils, le niveau d'éducation ne devrait pas se dégrader. Les gens vont vouloir monter encore beaucoup plus vite et les acheteurs deviendront de plus en plus autonomes grâce au système d'information qui nous donne de l'information surtout quasiment en temps réel. On partage? Vision? Questions, commentaires, remarques ou vécu particulier? Il semblerait que les enchères inversées aient une tendance à diminuer en termes de consultation. Ceux qui ont été confrontés, non, ça se maintient? Compte tenu de cet environnement, on va constater un maintien, voire une accélération de certaines pathologies des organisations commerciales. Quelques minutes sur ces pathologies. 4 grandes pathologies. La première, c'est tout à fait au bout du jour. On ne travaille pas assez. Ça, vous entendez récemment. On ne travaille pas assez. Alors, au niveau des forces de vente, le problème, c'est la faiblesse du temps actif de vente. Ce n'est pas du temps de travail, c'est du temps actif de vente. Qu'est-ce qu'on appelle le temps actif de vente? C'est le temps qui est passé à réellement influencer l'interlocuteur. À quel moment est-ce qu'on a le plus de chances d'influencer un interlocuteur? Quand on est face à lui. Et quand on va parler de temps actif de vente, c'est le temps en face à face client. Traditionnellement, on segmente le temps de travail en 5 grands pavés. Le premier, temps actif de vente. Temps passé face à un client. Globalement, alors bien sûr que ce temps actif de vente est lui-même pénalisé par les commentaires sur le match de foot. Vous avez vu la finale, là, Coupe d'Europe, c'était quelque chose. Et ça permet de... Il y a la politique. En ce moment, ça ne va pas s'arranger. Hein. On est parti avec les clients, mais ça peut prendre 30, 40, 50% du temps actif de vente. Hein. Le bilan sur le match de foot, plus un petit peu de politique. Ce temps actif de vente est complété par un temps indirect de vente. Le temps indirect de vente, temps actif plus temps indirect, c'est le temps qui est tourné vers le client. Soit parce qu'on est face à lui, soit parce qu'on est en phase de préparation ou de suivi. Dans le temps indirect de vente, on aura la prise de rendez-vous par téléphone, l'élaboration de l'offre commerciale et le suivi téléphonique, par exemple. Lorsqu'on prend total, temps actif plus temps indirect de vente, maximum sera combien d'après vous? Quel pourcentage? 25. 25%. Et lorsque on peut avoir un temps actif de vente très faible et un temps indirect très fort, des métiers où on passe peu de temps à présenter, mais beaucoup de temps à construire des propositions. C'est peu. Est-ce que vous connaissez beaucoup de métiers où les collaborateurs sont payés sur 25% de leur temps de travail? Parce que la réalité, elle est là. Et lorsque quelqu'un est à la machine pour produire, il produit plus de 25% de son temps. On paye un commercial pour influencer, il ne passe que 25% de son temps à influencer. Alors le reste, c'est quoi? Le temps T3. Il n'est pas tourné vers les clients, mais il est tourné vers l'entreprise. C'est ce que l'on appelle le temps administratif du commercial. Ça représente combien, d'après vous, le temps administratif? Reporting, réunion d'équipe, réunion montant, réunion de convention. 30%. Allez, en moyenne, on dit 20%. Une journée par semaine de temps administratif de vente. Je parle vendeur, hein, je ne parle pas manager. Manager, c'est beaucoup, beaucoup plus. Parce qu'il faut les préparer à ces réunions. 25%. Le plus gros poste, c'est le T4. Qu'est-ce que c'est que le T4? C'est vous? Déplacement. Ouais. Déplacement et attente. Alors ça représente combien les déplacements et attentes? Regardez, 42%, c'est le pourcentage de temps qui est passé en voiture par un commercial qui fait 30 000 km. C'est ça. Thématique, application des formules de vitesse de déplacement moyenne, 42% de son temps. Combien d'entreprises ont fait plus de 30 000 km par an? Parmi vous, quelles sont les entreprises ayant des commerciaux qui font plus de 30 000 km par an? Vous voyez?
c'est 50% le temps de déplacement. On a intérêt de bien équiper, hein, le téléphone portable, le kit main libre, de manière à pouvoir rentabiliser tout ça. Et puis pour terminer, on a un temps T5. Allez, c'est ce que je vais appeler le temps perso. Quand on n'a pas le moral, quand on a rendez-vous chez la cousine, chez le coiffeur, c'est le temps pour respirer. Et ce temps pour respirer, dans certaines entreprises, on fait une chasse terrible pour gagner, alors c'est 5% en moyenne. Ce temps personnel, cette chasse, ce contrôle, les entreprises ont été même à mettre jusqu'à des mouchards sur les voitures des commerciaux, savoir à quelle heure ils rentraient chez eux, à quelle heure ils rentraient. Ça ne sert à rien de jouer là-dessus, parce que c'est marginal. Les gains, c'est pas là, c'est pas ici qu'on va les faire. D'autant plus que le temps total, il fait rarement 100, mais il dépasse classiquement un temps théorique de travail. Donc si on résume, sur ce premier point, on a une pathologie chronique qui est la faiblesse du temps actif de vente. Le développement des nouvelles technologies aurait théoriquement dû permettre de simplifier, de réduire le temps administratif, de faire une communication à distance dans certains cas qui ne nécessitent pas un déplacement. Parce que quand on ramène le salaire d'un commercial au coût actif de vente, la visite, en moyenne, ça vaut 100 €. Ça veut dire qu'à chaque visite, il faut dégager 100 € de marge pour pouvoir la rentabiliser. Je mets les frais de déplacement, les charges sociales, etc. En moyenne, c'est ce qu'on va constater. Et l'état de métier, on ne ramène pas 100 € de marge à la visite. Ce qui signifie qu'on a une dégradation du rendement commercial et de la rentabilité commerciale énorme. Ça, c'est la première pathologie. Comment faire pour améliorer la productivité commerciale? Deuxième pathologie, c'est la surprésence chez les clients. Non seulement on ne passe pas beaucoup de temps chez les clients, mais on ne passe pas beaucoup de temps chez les clients qui mériteraient d'être visités. C'est humain. Ce qu'il faut savoir, c'est que 44%, c'est en moyenne la part de temps à consacrer à la prospection pour réaliser 10% de son chiffre d'affaires avec des nouveaux clients. C'est mathématique. Il faut... C'est ça. On va faire une démonstration chiffrée. On a un objectif de 100 en termes de chiffre d'affaires. Cet objectif de 100, on va faire de la revente, c'est-à-dire qu'on va vendre les mêmes produits à un client. On peut faire de l'extension chez un client ou on peut faire de la prospection. Si je fais mon analyse et mon budget, je vais avoir les chiffres suivants. Par exemple, 70% de mon chiffre d'affaires, je vais pouvoir le faire en revendant les mêmes produits à des clients que j'ai déjà. 20% en faisant de l'extension, en proposant des gammes complémentaires, des prestations complémentaires à des clients acquis. Et 10% en prospection. Le rapport effort-résultat, en moyenne, est le suivant. Le plus facile, c'est la revente. Une unité d'effort. D'après vous, le rapport revente-extension, il se situerait où? 3. Et prospection 10. Quand on fait 70 à 1, ça donne 70, 23, ça donne 60, 10 à 10, ça donne 100. Au total, ça fait 230 unités d'effort. Il faut passer 100 sur 230, ça donne 44% de son temps. Et ça ne fera que 10% du résultat. C'est mathématique. À partir de là, il faut être extrêmement vigilant sur le maintien de ce temps à passer en prospection. Mais dans la pratique, il se passe quoi? Dans la pratique, il suffirait de passer 30% de son temps sur la revente et on y passe beaucoup plus de temps. D'abord qu'on n'a pas le moral, on va voir, vous savez, les bons vieux clients fidèles sont bien accueillis. C'est humain. C'est humain. 30%, c'est le pourcentage de survisite constaté chez les bons vieux petits clients fidèles. 30%. Même chose, mathématiquement, on arrive avec les droites de régression, les courbes de Gauss, à mesurer le seuil de survisite. On a 30% de ces visites qui pourraient être réallouées. Quand on prend le chiffre d'affaires, on divise par le nombre de visites, on obtient le rendement commercial, le chiffre d'affaires ou marge à la visite pour la rentabilité. Et on se rend compte que c'est dramatique chez ces bons vieux petits clients fidèles. Alors on a l'impression que c'est pas grave parce que comme ils payent cher souvent les bons vieux petits clients fidèles. Hein? Non, pas en France, mais dans d'autres pays, ils payent cher. Alors, on se dit ça va, on peut se permettre de consacrer un petit peu de temps, mais quand on ramène le temps passé chez eux, ça devient catastrophique. C'est la deuxième pathologie. Troisième pathologie, alors ça, ça concerne directement. C'est l'ambiguïté du discours managérial.
cette ambiguïté du discours managérial, on a vu d'abord qu'on ne fait pas assez de visites. Deuxièmement, les visites, on ne les fait pas nécessairement où il faut. Et troisièmement, en tant que manager, on commet parfois des erreurs. Alors, je vais essayer de le faire. Je vais faire le chef. Vous êtes les vendeurs. Vous êtes prêts? On part en règle. Ce qui est dramatique, c'est que même quand on connaît les recettes, on se rend compte qu'on fait les mêmes erreurs au quotidien. On enlève les recettes. Dans toute entreprise, on a un système d'information qui est généralement assez pointu sur le suivi des résultats. Et il y a une courbe de résultats qui est suivie par la direction générale, par les financiers, par les actionnaires. Cette courbe de résultats, généralement, elle est extrêmement fiable et elle est consultée très régulièrement. Si ce n'est qu'un pilotage au résultat n'est pas nécessairement le reflet de ce qui se passe sur le terrain. À cause de quoi? À cause de ce fichu décalage dans le temps entre le moment où on fait l'action et le moment où ça génère des résultats. Si tout ça était parallèle, ce serait fabuleux. Malheureusement, on va se rendre compte qu'il y a des écarts. Et ce décalage dans le temps vient fausser totalement la nature de la relation entre un management et ses vendeurs. La non prise en compte du décalage dans le temps occasionne ce genre de situation. Nous y allons. Période numéro 1. Nous sommes là. L'activité commerciale n'est pas brillante, ça vous le voyez. Les résultats ne sont pas terribles, ça je le vois. Le chef, il va manager sur les résultats. Bon, si je vous ai réunis aujourd'hui, c'est que l'heure est grave. Bien, messieurs, il va falloir se ressaisir parce que si ça continue comme ça, on va dans le mur. Alors droit dedans. Et ça ne va pas durer longtemps. Alors je vous préviens que si on n'est pas capable de corriger le tir vite fait, on risque d'être un peu moins nombreux dans cette salle pour la prochaine réunion. Et ça vous fait rire. On a déjà réagi. Dehors. Et ça vous fait rire. Alors, de toute façon, les concurrents sont déjà sur le terrain. Il n'y a pas de temps à perdre. Il va falloir aller chercher du chiffre pour romper les rangs. Hein? Parce que finalement, dans son objectif, c'est d'apporter un plan d'action à sa relation, justement. Claire. On se retrouve sur le parking, mais quand même, on l'a déjà vu remonter, l'autre, mais alors comme ça, rarement. Là, il avait l'air sérieux. Hein. Là, il avait l'air sérieux. Alors, je ne sais pas ce que vous en pensez, il y en a 2 ou 3 qui disent, moi je laisse tomber parce que un mignole comme ça, j'en veux plus. Je vais aller voir à la concurrence. Il y a les autres qui disent, on a intérêt à se mobiliser vite fait, parce que moi j'ai une famille à nourrir, alors je suis désolé, mais je vais aller voir des clients. On va aller voir les bons vieux clients fidèles, en disant que je suis un petit peu court en termes de résultats, t'as rien pour moi. Hein? Il y a les 2-3 affaires sous le coude qui étaient au chaud qu'on gardait pour la période d'après. Enfin, des fois, comme ça il y en a. On va les ressortir parce que ça commence à sentir le roussi. Puis comme il y a une petite soufflante, ça met un peu de pression dans le système, donc on va faire un peu plus de visites qu'on en fait d'habitude. Voilà, c'est humain. Et l'activité commerciale va commencer à monter. Et comme l'activité commerciale commence à monter, puis qu'on avait des efforts passés qui donnent des résultats aujourd'hui, les résultats montent. Le chef, période suivante, 1 mois après. Bon, on commence à sentir les débuts du commencement d'un frémissement de reprise. Hein, on est encore loin du budget, mais on sent qu'il y a un petit quelque chose qui redémarre. Je tiens à souligner, bravo, un très beau nouveau client. Hein, notre ami, je crois que c'est Jean-Martin, il faut dire qu'il a décroché un très beau client. C'est pas le cas de tout le monde, mais lui, il l'a fait. Alors, c'est vrai qu'on a laissé glisser un peu la marge, mais néanmoins, il y a le chiffre qui revient. Alors, surtout, vous continuez, à vous baisser pas les bras. Allez, on va quand même boire un petit gorgeon comme la dernière fois, ça va un peu mieux. Et c'est reparti. Re-Yaka Faucon. Les commerciaux disent, c'est normal, on a fait des efforts, il y a eu des visites. Ces visites, ça a permis d'identifier des nouveaux projets, ces nouveaux projets de faire des devis, ces devis qui sont défendus. Et puis, on continue à faire de plus en plus de visites occasionnées par les précédentes visites. L'activité commerciale arrive à son maximum, les résultats continuent à monter. 3e période, le chef. Bravo, c'est pas mal. Pas mal, vous voyez, quand on veut, on veut. Donc là, on est presque revenu dans le budget. Là, on commence à y voir un petit peu plus clair et je suis plus serein pour la 2e partie de l'année. Comme elle se dit, ça y est, le chef, il est calmé. Alors, comme il est calmé,
ça va, nous on ne va pas continuer à travailler comme des malades comme ça, on rentre plus à la maison, on part tôt le matin, on vient tard le soir, madame n'est pas contente, non, non, ça suffit. Maintenant ça suffit, on va lever le pied. Et le chef de continuer, on est super bien, je vous le dis, mais si on fait mieux, si on dépasse le budget, il y aura une prime pour tout le monde avec un voyage au Baléares. Ça vaut le coup, non? Vaut le coup ou pas? Je vous sens mou là. Hein? Ouais. Alors, on enthousiasmait plus que ça les commerciaux, ils disaient allez, on va laisser faire, il est calmé le chef, nous on va calmer le jeu. Et ils vont calmer le jeu. Et l'activité commerciale, alors là, baisse sérieusement, puisqu'il a l'air content le chef, puisqu'il en est à parler du voyage au Baléares. Le budget était là, alors c'est là que ça va commencer à devenir drôle. Parce que le budget est dépassé, les résultats sont exceptionnels, le chef, champion du monde. Hein? On est les meilleurs, de toute façon. Certains en ont rêvé, moi je l'ai. La Dream Team, elle est là. Chapeau, on a explosé les résultats, vous êtes des champions. Commerciaux disent, c'est curieux, on bosse moins et on a plus de résultats. C'est peut-être le talent. Hein? On est devenu très bon. On savait bien que ça ne servait à rien de travailler comme des fous. L'essentiel, c'est de bien cibler, c'est d'aller là où il y a du business. Et ça ne sert à rien de faire plein de visites. Tiens, si on essayait de cibler un peu plus, histoire de voir ce que ça pourrait donner. Et ils vont cibler. Alors là, on est arrivé à un niveau d'activité qu'on n'a jamais connu jusque-là. Mécaniquement, les résultats vont commencer à baisser. Alors comme ça baisse, le chef, mois suivant, dites donc, c'est pas parce qu'on a fait un mois de juin exceptionnel qu'il faut croire que l'année est terminée. Hein. D'ailleurs, c'est terminé, on est revenu, il faut se remettre au boulot. Parce que là, ça commence à chuter. Les commerciaux, on a poussé le bouchon un peu loin. On a peut-être un peu trop ciblé. Il a raison, le chef. Il s'en est rendu compte, mais on a vraiment levé le pied. Mais quelle que soit la vitesse de reprise de l'activité, on n'évitera jamais ça. On n'évitera jamais ce qui occasionne une crise dans une force de vente, c'est quand on fait beaucoup d'efforts et qu'il n'y a pas de résultat. Et ça, on ne comprend plus. Alors comme on ne comprend plus, on travaille comme des fous, on n'a pas de résultat, alors que peu de temps avant, on ne travaillait pas beaucoup et on avait plein de résultats. Plus le décalage dans le temps est important, moins on fait le lien. Conclusion de tout ça, on commence à gamberger, vers le moral. Le marché, c'est plus ce que c'était, je l'ai remarqué. Hein? Depuis quelques temps, là, tous les investissements sont bloqués, les affaires ne sortent pas. C'est dur. Le marché est en déclin, les concurrents ils tirent dessus à boulet rouge, sur mon secteur en particulier, ils font n'importe quoi. Les concurrents. On se rend compte qu'on n'est pas trop crédible, que c'est pas ça. Alors si ça ne vient pas de l'extérieur, ça vient peut-être de l'entreprise. Notre politique de prix, on est déphasé. Hein? Les produits, on a eu des problèmes quand même, on est pas la chaîne de production, le service après-vente qui fait n'importe quoi. Et puis même les comptables qui appellent les clients pour récupérer de l'argent. 15 jours de délai de règlement en trop, et hop, un coup de fil. J'ai fait une perte de clients à cause de ça. Non, au moment où il y avait une belle affaire, aller réclamer de l'argent à un client, ça ne se fait pas. Non. Puis après, ils disent, non, de toute façon, c'est pas ça, on n'a pas de changer grand-chose. Alors si ça ne vient pas du marché, si ça ne vient pas des produits, ça provient de quoi? Du chef. C'est ça. Ça ne peut pas venir de nous, on a des pas été les champions. Donc c'est la politique commerciale qui n'est pas bonne, ce sont les orientations, etc., etc. Faisons très attention. Ces trois pathologies, focus résultat, non prise en compte des efforts, effet tromblon, c'est-à-dire mobilisation tous azimuts en permanence, je compte sur vous, il va falloir, aller chercher du business. Ça c'est, oui, ce qu'on fait tous les jours, il faut respecter. Continuer, comme vous l'avez fait, c'est bien. Il va falloir développer sa part de marché chez les clients. C'est essentiel. Il reste encore plein de choses à aller chercher chez les clients. Il faut les fidéliser parce que ça ne sert à rien de remplir d'un côté si on perd de l'autre. Et puis, le lancement des nouveaux produits, il ne faut pas le négliger. Mais surtout, ne lâchez pas les anciens. C'est ce qui fait la marge. Les commerciaux, les écouteurs, mais qu'est-ce qu'ils racontent ça? C'est ce que je fais tous les jours. Mais 10 ans que je fais ça. Aller chercher des clients, les développer, les conserver. Ce qui est globalement vrai est individuellement faux. S'il y a dans une force de vente un commercial qui cumule tous les maux de défaut de prospection, de manque de fidélisation, il y a longtemps qu'il n'est plus là. Donc le rôle d'un commercial, c'est de faire ses arbitrages, non pas de l'effet tremblant, mais de dire on a constaté 3 problèmes, il y a un besoin de conquête,
cela concerne tel et tel type de personne, et on va se focaliser sur ce plan de développement, sur ce plan de conquête chez ces personnes, la fidélisation chez tel autre, etc. Et le dernier point, c'est évitons la double contrainte. La double contrainte, ça c'est le pire des sortilèges qu'on puisse lancer à un vendeur avant d'aller sur le terrain. Qu'est-ce que c'est que la double contrainte? C'est quelque chose du genre, bon, allez, je compte sur vous. Ne cédez pas au chantage, mais ne perdez pas le client. Comment je vais négocier, chef? Vous débrouillez, mais je compte sur vous. Hein? Pas de remise, on ne cède pas, on maintient nos conditions, mais on ramène du business nouveau. On va prospecter, mais on n'augmente pas les notes de frais. Non. À vous de jouer. Cette double contrainte est quelque chose de terrible. C'est la croissance profitable, dont on va parler dans toutes les entreprises. Mais pour un commercial, la croissance profitable est quelque chose de difficile à traduire en termes de comportement commercial. Gagner en dépensant moins. Qu'est-ce que ça veut dire? Il faut vraiment expliquer toute la mécanique de rentabilité pour qu'il puisse l'intégrer. Cette double contrainte, pour bien comprendre ce que ça donne, ce sont des phrases du genre à la maison, vous dites à votre conjoint soit spontané, à partir du moment où vous l'avez demandé, il ne peut plus l'être. Vous lui dites chérie, j'aimerais que tu me dises que tu m'aimes. Ben oui, je t'aime, oui, mais tu me le dis parce que je te l'ai demandé. Si elle dit rien, tu vois bien, tu ne me le dis jamais. L'avantage de la double contrainte, c'est qu'on a toujours raison comme chef, mais ce n'est pas constructif. C'est le troisième point. Et des méthodes commerciales fines. C'est la quatrième pathologie, et non des moindres. Depuis des décennies, on considère, depuis le marketing, et que le marketing est arrivé dans les ventes, parce que le marketing a à peu près une décennie d'avance sur les ventes, on a considéré que la clé de la vente était la compréhension des besoins du client. Toutes les méthodes de vente, 99% des méthodes de vente, tournent autour d'une approche qui consiste à dire pour vendre, il faut 2 oreilles et une bouche, parce qu'il est prévu qu'on écoute 2 fois plus qu'on ne parle. La clé de la vente, c'est quoi? C'est l'analyse des besoins du client, la validation de ses besoins et la construction d'une réponse adaptée. Ah, sur le papier, ça va très bien. Dans beaucoup de situations, ça marche, quand on peut réellement adapter son offre, et puis quand on a quelqu'un qui joue le jeu en face, ce qui n'est pas toujours le cas. Aujourd'hui, on est confronté à des situations où on n'a même pas besoin d'aller poser les questions, puisque l'acheteur a déjà tout matérialisé sur son cahier des charges. Parce que je peux vous poser des questions, et lui dit, mais il y a déjà toutes les réponses. Là-dessus, vous lisez les réponses, et éventuellement, vous m'envoyez quelques questions par écrit, si ça ne va pas. Déjà, c'est beaucoup plus difficile. Et puis, plus délicat, c'est que utiliser une méthode de vente très empathique, très à l'écoute de l'autre, présente des avantages, des inconvénients majeurs, en particulier en phase de prospection, quand on a quelqu'un qui vous dit moi j'ai besoin de rien, mais je voudrais vous poser quelques questions. Je peux bien éventuellement répondre à des questions, mais je vous préviens, je n'ai pas de besoin. Oui, mais c'est précisément l'analyse de vos besoins pour ça que je veux vous poser des questions. Bon, allez-y. Ou plus dur, en disant moi je ne sais pas répondre à vos questions, vous commencez déjà par m'expliquer en quoi vous êtes différent des autres entreprises, et on verra peut-être si on va plus loin. Pire que ça. Pire que ça. Le client dit absolument, je suis prêt à répondre à vos questions. Allez-y. Et là, vous avez le commercial, il travaille pour la société Evian, il vend des bouteilles en verre contenant de l'eau plate, 50 centilitres. Il est payé pour vendre ça. Alors, on lui a dit surtout, tu ne montres pas les produits avant d'avoir découvert les besoins. Mesdames, messieurs, si vous me recevoir, avant d'aller plus loin, je voudrais vous poser quelques questions. Qu'aimez-vous comme eau, plus particulièrement? Vous me répondez? C'est celle que vous tenez dans votre eau. Ah, ça serait bon. De l'eau gazeuse. Ça se présente bien avec des commerciaux. Le métier, c'est plus ce que c'était. Et quel type de conditionnement? Plutôt verre, plastique? Plus facile à transporter. Phase 1 terminée. Phase 2, reformulation. Donc, si je vous ai bien compris, vous avez une préférence pour l'eau pétillante en bouteille d'1 litre plastique. C'est bien ça? Très bien, j'ai bien écouté. Phase 3. Alors, vous imaginez l'enthousiasme du vendeur. C'est bien que ça colle pas. Alors, bon, c'est pas exactement le modèle que vous cherchez, mais c'est pas mal. Vous savez, ça se vend bien, mes clients l'apprécient. J'ai jamais eu de remarques négatives. Plus souvent, j'en ai eu de bons échos. On va terminer ensemble.
À quoi ça sert de me poser des questions si vous ne tenez pas compte de mes réponses? Je passe du temps, je vous accorde du temps pour vous expliquer mes besoins, vous arrivez avec une proposition qui est complètement décalée. Le commercial, il n'est pas fou, il s'en rend compte, si bien que la fois d'après, il ne sort même pas la proposition. Il dit, bon, j'ai bien entendu vos besoins, je vais en parler à la direction, et on va voir ce qu'on peut faire. Et là, on a fait des avocats du client, des aspirateurs à l'alimentation, des éponges à doléances, on a plus de temps à défendre les clients dans l'entreprise que l'entreprise chez les clients. Mais c'est le process de vente. Et il faut être très très vigilant sur les marchés qui se durcissent. Les modèles de vente empathiques sont parfois profondément inadaptés. On va voir dans quel cas un petit peu plus loin. Idem sur l'objection classique, on vous dit c'est trop cher, qu'est-ce qu'on répond par rapport à quoi? Par rapport à vos concurrents. Mais plus précisément, quelle différence y a-t-il? J'ai fait de l'analyse comparative parfaite à partir duquel les charges, les différences techniques sont minimes, les différences de prix sont énormes. Qu'est-ce que vous faites? Donc si je vous comprends bien, on est un peu plus cher. Voilà. Et il faudrait faire quoi pour passer? Être un petit peu moins cher. Je veux dire, si j'arrive à m'aligner, d'intérêt pour moi, peut-être. Commencez déjà par vous aligner, on discutera après. Bon, voilà. Qu'est-ce qu'on a fait? C'est du tourisme commercial. C'est vraiment très délicat et là il y a une révolution majeure sur les méthodes de vente. Commentaires, remarques sur ces quatre méthodologies? On les partage ou pas? Problème de quantité, problème d'orientation, problème de discours managérial et problème qualitatif dans le face-à-face. Et pourtant on n'a pas le choix. Il va falloir développer la puissance commerciale pour poursuivre notre croissance profitable. Il y a toujours cet impératif. Les actionnaires veulent de la croissance profitable, parce que c'est ça qui fait que l'argent va rester dans une entreprise. On n'y coupera pas. Alors comment y parvenir? Mettons-nous d'accord sur la définition de ce qu'est la puissance commerciale. D'abord la puissance. La puissance, c'est le pouvoir d'exercer une autorité, d'avoir une grande influence, de produire des effets notables. Ça, c'est la définition du dictionnaire. Quand on parle de puissance commerciale, on va y rajouter le pouvoir d'influence d'une force commerciale, sur son marché cible, sur tous les métiers où il y a de la création de demandes. Dans certains métiers, le rôle du commercial, c'est justement de créer cette demande. Qui n'est pas spontané. On n'est pas dans des situations de mise en concurrence. Le client dit, je n'en ai pas besoin. Il y a des métiers où on va être des défricheurs, des missionnaires. Le métier de créateur de demande, c'est un métier de commercial qui sait rendre les gens malades. On ne peut pas soigner quelqu'un qui n'est pas malade. Donc lui, il va rendre malade. Dans quel métier on va essayer de rendre malade? Quels sont les défricheurs parmi nous? C'est tous les métiers où le client peut dire jusqu'à maintenant, j'ai toujours réussi à vivre sans ça. Les services. Oui, des services. Et parfois, une toute petite nuance sur les services, c'est je fais moi-même, qui est juste à la frontière entre la vraie création de demande et une forme de situation concurrentielle. Le GPS, on avait toujours réussi à vivre sans GPS. Ça, c'est la création de demande. C'est rendre malade. Il y en a parmi vous qui travaillent sur les métiers de création de demande où le client, a priori, dit, attendez, je vous dis, moi j'ai besoin de rien. Sur l'innovation, ou ça peut être de la défiscalisation, ce genre de produits qui sont... Mais certains sont très forts. Récemment, à l'étranger, c'était très amusant, la création de demandes, lorsque les gens vendent de l'immobilier en time sharing. Ils veulent rendre malade. Vous êtes hébergé où? À l'hôtel. C'est quand même dommage de dépenser de l'argent à l'hôtel, alors que pour le même montant, vous pourriez être propriétaire. C'est tout. Et là, ils rendent malade. Propriétaire de quoi? D'une semaine à vie? Pas formidable. Que vous pouvez échanger, parce que les établissements, je ne vais pas passer toutes mes vacances au même endroit. Aucun problème. Il y a une base, vous pouvez faire des échanges, aller partout dans le monde. Un dommage de payer l'hôtel. Pour le même prix, on est. Et là, ça, c'est la création de demande. Et puis, le deuxième rôle de pouvoir d'influence, c'est sur la performance relative de l'entreprise. On n'est pas en création de demande, mais vendre, c'est quoi? Vendre, c'est éliminer la concurrence sur un projet. Et éliminer la concurrence, c'est pas uniquement mettre en avant les forces de ces solutions, mais être capable de tuer la solution alternative. Ne nous trompons pas de cible. On est aujourd'hui dans un monde plutôt guerrier, où viser la supériorité
relative consiste à tuer la concurrence. Pas dans l'absolu, mais dans l'esprit du client sur une offre donnée. Ne nous trompons pas de cible. On est beaucoup trop en focus sur les clients, pas suffisamment sur la concurrence. On dit aujourd'hui, la connaissance de la concurrence est au moins aussi importante que la connaissance des besoins exprimés par le client. Il y a une anecdote qui résume bien ça. C'est l'histoire de 2 Japonais, un Américain, qui sont allés faire un safari photo au Kenya. Et ils sont en train de mitrailler les gazelles qui sont là à boire dans la rivière. Et soudain, il y a le lion féroce qui sort. Les 3 sont pétrifiés, ne peuvent plus bouger. Il y a le lion qui approche. Soudain, il y a un Japonais qui enlève le sac à dos. Il enlève les grosses chaussures de marche et il met les Nike. Il y a son copain qui le voit faire, même chose, il met les Nike à son tour. Quelqu'un leur dit, mais vous ne croyez quand même pas qu'avec ça, vous allez courir plus vite que le lion? On leur dit plus vite que le lion, certainement pas, mais plus vite que toi, ça c'est sûr. C'est ça la supériorité relative. Il ne faut pas se tromper d'ennemi. L'ennemi n'est pas le client, l'ennemi c'est le concurrent. Pour gagner en situation de vente concurrentielle, il ne s'agit pas de répondre aux besoins exprimés par le client, parce qu'ils sont de plus en plus élevés. Il suffit d'être meilleur que le concurrent. Verbizier dit pour gagner, il faut faire une faute de moins que l'adversaire. Ça suffit, ça résume bien la situation. En résumé, une force de vente n'a de raison d'être que si elle permet à l'entreprise qui l'emploie d'obtenir ce qu'elle n'aurait pas obtenu sans elle. Cette phrase est très importante parce que, regardez, tous les métiers de prise de commande, on pourrait parfois obtenir le même niveau de commande sans la force de vente. C'est ça qui est assez... Parce qu'on a des nouvelles technologies, de l'EDI, et on va donner une légitimité à une tâche qui parfois n'en a plus, pour simplement cautionner cette démarche. Et ce qui est extrêmement pervers, c'est que tout le monde joue le jeu là-dedans. On pourrait très bien dire, entreprises qui vendent des produits à la restauration, toutes les semaines, le commercial va prendre la commande pour son restaurant. Ces entreprises qui vendent de la farine au boulanger où toutes les semaines, on va prendre la petite commande histoire de marquer le passage. C'est dur, on pourrait très bien dire, je vais passer maintenant une fois tous les 15 jours. Oui, mais moi j'ai besoin de la farine toutes les semaines. C'est pas un problème, tu peux être livré toutes les semaines, mais moi en tant que commercial, je passe tous les 15 jours et je prends une commande pour 2 semaines. Non, attention, ça tourne vinaigre, se dit le commercial. Mais le plus simple, c'est peut-être de passer la commande par la télévente, un coup de fil, c'est simple, un fax, c'est simple. Pas bon pour mon job, dit le commercial. Ça sent pas bon, donc il va dire au commercial, je compte sur toi, hein, tu passes pas la commande à la télévente. Alors on va mettre ça en place, et hop, ta commande ne rentre pas. Vous avez dit, chef, que ça ne marcherait pas. Moi, mes clients, si je ne veux pas les visiter, il n'y a pas de commande. Et le client, il dit, ça va, c'est bon. C'est mieux quand tu viens me voir, bah oui, surtout on va boire un petit gorgeon ensemble. Et tout ça, ça crée une amitié dans tous les métiers répétitifs où c'est un effet extrêmement pervers. Le vrai rôle, la vraie valeur ajoutée du commercial ne se situe pas dans ce type de tâches, mais justement dans de l'information, dans du recadrage, dans une nouvelle prise de pouvoir sur le client, due à l'expertise et non pas à la réponse. Quels sont les 2 leviers de la puissance commerciale? 1, l'allocation des ressources. C'est le domaine de l'organisation des missions, des tâches et du temps. On envoie qui, voit qui pour faire quoi. Choix des cibles, processus de vente. Et puis l'impact en face à face, c'est le domaine de l'influence qui est lié au discours. Comment on va le dire au client? Et puis au niveau d'expertise technique et commerciale des équipes, quel est le pouvoir d'influence, de persuasion que l'on aura lors de ce face à face. Voilà les 2 grands leviers. On a cherché à identifier les secrets des entreprises commercialement les plus performantes par rapport à ça. Avec l'université de Saint-Gallen en Suisse, on a interrogé 747 entreprises dans 14 pays, principalement en Europe, appartenant à tous les secteurs d'activité, avec minimum 50 interviews par pays et des entreprises de plus de 10 représentants pour qu'elles puissent répondre sur l'ensemble des questions. Donc un échantillon qui est représentatif. Quelle a été la méthodologie? Premièrement, il fallait identifier les entreprises performantes. On l'a fait à partir des résultats. Un bon résultat, c'est quoi? Une entreprise en croissance de chiffre d'affaires et de marge, premier niveau, capable de générer de la croissance profitable.
ayant un gain de part de marché, puisque croître c'est bien, mais encore faut-il le faire plus que le marché pour qu'il y ait performance. Gain de part de marché quand on peut mesurer. Que cette croissance profitable ne se fasse pas au détriment du patrimoine client. C'est-à-dire qu'on peut très bien développer son chiffre d'affaires, mais uniquement en ayant travaillé avec quelques grands comptes, et puis on a terriblement affaibli sa base. Donc on dit une entreprise solide et une entreprise qui est capable de renforcer son patrimoine client, plus de clients, une meilleure pénétration chez ses clients et un niveau de fidélisation qui serait satisfaisant. Donc je sais les décrocher, je sais me développer chez eux et je sais les conserver. Et le dernier point, c'est que la force de vente, c'est celle qui va contribuer à tout ça. Est-ce qu'on a des gens qui sont stables, des turnovers acceptables? C'est quoi un turnover acceptable? En pourcentage. Une force de vente Normal dans ça. À 6%, moins de 6%. Ah, ça c'est très beau. Hein? C'est très vraiment, hein? Allez, on va dire 10-15%, c'est quelque chose de normal. Il y a des métiers, notamment dans le hard selling, c'est 30% la norme. 30%. Parce que les bons sont bons pour gagner encore plus, d'accord? Je parle de l'équipe commerciale, le turnover de l'équipe commerciale. D'accord? Donc, il y a le juste milieu. Une force de vente à 0% de turnover, pas bon non plus. Hein? C'est qu'il fait trop bon, trop chaud. Hein? Alors, ça, c'est la stabilité. On prend les résultats et on les a rapprochés des pratiques. Alors, il y a eu des tas de questions sur les pratiques, avec notamment ces 6 grands thèmes. Comment élaborez-vous et communiquez-vous sur la stratégie et les objectifs? Deuxièmement, comment vos marchés sont segmentés et les clients? Est-ce qu'il y a un découpage par région? Est-ce qu'il y a un découpage par type de client? Est-ce qu'on a des gestions de grands comptes? Comment ça fonctionne? Quel secteur avez-vous donné? Quelle organisation, quelle structure de la fonction commerciale? Est-ce qu'il y a beaucoup de managers, enfin beaucoup de commerciaux par manager ou pas? À quoi ça ressemble? Quel style de management? De pilotage. Est-ce qu'il y a beaucoup de proximité, pas de proximité, des rencontres régulières, des réunions d'équipe, des entretiens individuels, des situations de vente? Dans quelle situation de vente êtes-vous? Plutôt en vente d'idées, création de besoins, en vente de solutions, déplacement des besoins du client, ou en vente concurrentielle, sur un cahier des charges établi, il faut que j'arrive à sortir la concurrence. Et enfin, à quoi ressemblent vos vendeurs en termes de profil et en termes de compétences? Tout ça a été passé au crible. Ça donne des résultats épais comme ça. Vous pouvez avoir l'intégralité des résultats. Une chose avant. C'est pratique. On a pris les top 10, les meilleurs. Pardon. Les entreprises les plus florissantes. Elles ont été comparées avec les pratiques des entreprises du bottom 10 pour mesurer les écarts. Exemple, vous avez une question. L'image des commerciaux dans votre entreprise est excellente. Les entreprises du top 10, dans 87% des cas, l'image des vendeurs est excellente. Alors, dans les entreprises les moins performantes, uniquement dans 40% des cas. Il y a une corrélation entre l'image de la force de vente et la performance de l'entreprise. Alors, toujours l'œuf et la poule. Hein. Est-ce que la force de vente a une bonne image parce qu'elle a de bons résultats, ou est-ce que c'est grâce à la force de vente qu'on a de bons résultats? C'est plus difficile à apprécier. Néanmoins, on peut dire que c'est un facteur discriminant. La moyenne est à 59, les meilleurs à 87, les moins bons à 40. Quand on cumule les écarts entre les moyens et les tops commerciaux, ça fait 28. Quand on compare les moyens la moyenne entre les moins bons et les meilleurs, ça donne 47. La somme, ça donne un indicateur, ce qui a permis de sortir les 10 moteurs clés fixés. La synthèse complète de l'étude est à télécharger. C'est gratuit sur notre site. Vous aurez tous les tableaux et tous les commentaires. C'est trop lourd et puis il faut que ce soit en couleur pour que ça puisse être en format PDF. Il y a le téléchargement, vous avez tout sur votre document. Vous trouverez des tableaux de ce type. L'image des commerciaux. Pour chaque étape du processus commercial, on a défini des modules de formation, les taux de transformation par processus, etc. Et également les zooms par pavé. Exemple. Vous avez clairement défini les processus, flux des actions commerciales, une personne responsable des ventes dans votre comité, etc. Donc, vous pourrez retrouver tous ces tableaux. Comme ce n'était pas très drôle de défiler les tableaux, on a fait une synthèse, ce qu'on va voir maintenant. Et
les grandes conclusions sont celles-là. Les secrets des champions de la vente tournent autour des thèmes suivants. Premièrement, la vente est considérée comme une fonction majeure dans l'entreprise. Comment faire pour revaloriser l'image de la force de vente au sein de l'entreprise? Premier enjeu. Deuxièmement, les étapes du processus de vente sont modélisées. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça, c'est une vraie grosse révolution. La modélisation des étapes de processus. Avant, on disait qu'il faut avoir une force de vente plutôt bien éduquée en termes de technique de vente. Et basée sur « dites-moi ce que vous voulez, on va vous construire une proposition ». Méfions-nous des discours trop standardisés, parce que ça enlève, ça dépersonnalise l'acte de vente. Laissons de la latitude aux commerciaux. On est en train de vivre un revirement total sur ce schéma-là, et de manière à avoir une démarche commerciale beaucoup plus formatée, des argumentaires beaucoup plus structurés, et une démarche commerciale beaucoup plus projective. On verra ça dans le détail un petit peu plus tard. Des indicateurs précis existent pour mesurer la performance à chaque étape du processus de vente. Quand on parle de processus de vente, c'est que tout est découpé. Un exemple. Je dis, bon, on va faire de la prospection. Quelles sont les étapes du processus de prospection? Regarde, il faut prendre un rendez-vous. 2, on fait un premier rendez-vous. Puis si on identifie une affaire, on fait une proposition. Ça, c'est ce qu'on appelle un processus basique. Et ce n'est pas du tout de ça dont il s'agit. C'est qu'on va reprendre chacune des étapes et on va se dire, la première étape, c'est la qualification et la sélection des prospects. Qui allons-nous voir pour prospecter? Comment on va faire? Donc, et là, on définit tout le processus. Deuxièmement, il ne s'agit pas d'aller faire un rendez-vous à l'arraché, on va faire un préchauffage. Il y a des nouvelles technologies, il y a des emailing, il y a des approches, voire même des vendeurs virtuels qui peuvent aller faire du préchauffage à notre place. Et je vais prendre un exemple sur une étape un petit peu plus loin, c'est dans le domaine de la boulangerie. On s'est dit, mais à quel moment est-ce que ça bascule? À quel moment on sent que le prospect devient client? Quel est le moment de vérité dans le processus qui va faire que là, on devient très bon? Cet exemple, parce qu'il est très significatif. Cette entreprise vend des concepts à des boulangers, avec une belle vitrine et un nom, et leur nom dessus. Donc il y avait des entretiens, on rencontre les boulangers, est-ce que ça vous plaît? On va vous refaire la façade, voilà la gamme de pain que vous pourriez avoir. Bon, d'accord, il faudrait pas. Ils se sont rendus compte, dans le processus de vente, qu'il y avait un moment qui faisait que les taux de transformation étaient meilleurs. C'est quand on arrivait à faire venir monsieur et madame, monsieur